Bonjour à tous, suite du problème d'analyse dans le devoir numéro 6. Cette fois-ci, nous sommes arrivés à l'existence et l'unicité d'un nombre, un nombre L tel que f de L égale L, donc présenté comme solution de l'équation f de x égale x. Alors cette fois-ci, contrairement à une question précédente où on vous demandait seulement une existence, là on vous demande existence et unicité. Donc la bijection paraît tout à fait indiquée, en tout cas c'est vraiment une des premières idées à avoir, réussir à montrer que f de x moins x réalise une bijection et donc s'annule en un seul point. Une petite remarque sur ces histoires d'équations. Une équation du type f de x égale x, on ne peut pas déterminer les x solutions, ou combien il y en a, ou s'il y en a, ou s'il y en a un unique, en étudiant la fonction f. Parce que les résultats du style théorème de la bijection ou théorème des valeurs intermédiaires, c'est des choses qui disent il existe un C tel que G de C égale une valeur fixée. Or là, le X, il bouge en même temps que l'inconnu, c'est l'inconnu de l'équation, donc il bouge en même temps que le X qui est ici. Donc l'équation à écrire, pour que ce soit analogue à une équation du type G de C égale gamma ou G de X égale gamma, eh bien f de x moins x égale 0. Et là, le 0 peut bien jouer le rôle du gamma, c'est une valeur. Voilà, donc c'est pas du tout parce que f est bijective qu'il va y avoir un unique x tel que f de x égale x. D'ailleurs, il suffit d'imaginer une fonction strictement croissante, et des choses comme ça, par rapport à y égale x. Par rapport à y égale x, on peut facilement trouver de nombreuses solutions, alors que la fonction, là, elle est strictement croissante, donc elle est bien bijective. Donc c'est bien f de x moins x qu'il faut étudier. Et là, l'étude se passe bien, la dérivée se passe bien, et on arrive à montrer que c'est bijectif, et donc il y a une unique solution sur 0 à 9. Alors en fait, on arrive à montrer qu'il y a une unique solution sur R+, et pour l'obtenir entre 0 et 1, il suffit de voir que f de x moins x change de signe entre 0 et 1. Donc pour ça, on a la valeur en 0 et la valeur en 1, et on voit qu'ils sont de signes distincts. Alors ensuite, on a un exemple d'application typique du théorème des valeurs, pardon, du théorème des accroissements finis. Des inégalités du style un plus 1 moins L plus petit que 1 tiers de un moins L. On en a obtenu quand on a étudié les suites par des méthodes variées, enfin différentes en tout cas. Mais là maintenant, le un plus 1 moins L, on a un outil assez systématique pour ces choses-là, c'est de voir que c'est f de un moins f de L. L, c'est le point fixe de la fonction parce que c'est une solution de f de x égale x. Et là-dessus, le théorème d'inégalité d'accroissement fini nous dit que c'est plus petit que un moins L, multiplié par une constante. Cette constante, c'est le max ou le sup, ça dépend, de f' sur l'intervalle qu'on est en train de considérer. Voilà, donc là, c'est exactement ça qui va nous donner l'écart entre un plus 1 et L, de un et L. Et on va utiliser naturellement la question précédente qui nous a indiqué une majoration de f' par un tiers en valeur absolue. Ensuite, question B, une très classique récurrence pour obtenir un-L en fonction de u0-L. Très classique récurrence ou éventuellement un produit télescopique. Donc ça, c'est une technique qu'on a déjà vue de nombreuses fois. La première fois qu'on l'a employée, c'est pour trouver la forme euh, du terme général d'une suite géométrique. Un plus 1 égale q fois un implique que un égale q puissance n fois u0. Ça, on peut le faire donc soit par récurrence, soit en exprimant un plus 1 sur un et en faisant le produit de ça, donc pour obtenir un produit télescopique.
Alors, beaucoup d'entre vous, après des indications analogues, m'ont redemandé comment ça se passait. Alors, vraiment, vous pourrez le voir et le comprendre plein de fois. Si vous ne l'avez pas refait à la main, ça peut pas rester. Donc, je vous invite à poser la récurrence. Vraiment, elle présente aucune difficulté. Il s'agit juste, pour l'hérédité, d'exprimer un plus 1 moins L en fonction de un moins L avec la question précédente et d'appliquer à ça l'hypothèse de récurrence. Donc là, il faut vraiment le faire à la main pour, euh, pour que ce soit un réflexe quasi musculaire. Voilà, vous aurez très souvent ce genre de raisonnement à effectuer. Ensuite, on obtient une limite pour par encadrement, bien sûr. Le fait que 1 tiers soit strictement plus petit que 1, ça fait que à la puissance n, ça tend vers 0. Et donc ça nous permet de montrer la convergence de un vers une certaine limite, vers le point fixe, sans avoir à faire une étude de monotonie de la suite. Donc ça va être possible dès que, notamment, on sait que la dérivée est bornée par quelque chose de strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Voilà, je passe également rapidement sur la question suivante, la question 11. Il s'agit juste de renverser l'inégalité précédente. Je veux avoir un-l plus petit qu'une certaine précision. Donc pour le garantir, il suffit que 1 tiers puissance n de u0 moins l soit cette chose-là, donc soit plus petite que, que epsilon. Et quand est-ce qu'on est sûr que ça arrive? Eh ben, il s'agit juste de passer u0 moins l de l'autre côté. Donc ici c'est 1 moins l. On a fixé u0 égale 1. Il s'agit juste de passer le 1 moins l de l'autre côté, de prendre l'inverse, et de passer à l'exponentielle, la forme exponentielle, ou de prendre le logarithme, pour isoler le n. Donc on va avoir du ln de 3 qui va rentrer en ligne de compte, mais voilà. Donc c'est une condition suffisante, bien sûr, hein, sur n, pour garantir qu'on a un moins l plus petit que epsilon. On demande juste un entier n tel que. Il n'y a rien qui garantit que c'est le plus petit, mais en tout cas, on ne peut pas faire mieux.